Lettre ouverte de Madame Adembea Konaré au CNSP, à la transition et au peuple du Mali. Arrêter un président de la République est un événement historique, un acte lourd. Et pourtant, en cette journée du 18 août 2020, aucun crépitement d'armes, aucune menace sur le chef de l'État, simplement appréhendé avec son Premier ministre dans une élégance leste et souple, presque reptilienne. Les images que l'on a vues semblaient irréelles. Pas une goutte de sang versée, pas un cheveu arraché, aucun bruit. Seulement le tollé ambiant de la foule agglutinée devant le domicile privé du président de la République, sinon le calme, sidéral, olympien. Même atmosphère de calme glacial dans cette ville de Bamako, tétanisée pour la circonstance avant de se mouvoir dans quelques scènes de liesse. On parle de coups de velours, d'exception malienne. La junte militaire s'est donné le nom de Comité national pour le salut du peuple, CNSP, conduite par un colonel, Assimi Goïta, et d'y avoir parachevé l'œuvre du M5 RFP, comme le 26 mars 1991, où le Comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, de Amadou Toumani Touré alias avait dit parachever l'œuvre du mouvement démocratique. En effet, c'est bien le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, tirant son nom du grand rassemblement Place de l'Indépendance du 5 juin 2020, et comprenant quelques partis politiques, modérément représentatifs en termes de mobilisation électorale pour la plupart d'entre eux, et des personnalités en vue de la société civile ou d'associations de la place, qui a ouvert la brèche en acculant un pouvoir arrivé à bout de souffle. Si jamais souffle il a eu, oui, on doit au M5 RFP, qu'on soit avec ses acteurs ou pas, qu'on les aime ou pas, d'avoir ouvert cette fenêtre historique. On n'a pas été à l'imam Mahmoud Dicko, le protagoniste le plus en vue de ce soulèvement, de vouloir instaurer un État islamique. Le président déchu, Ibrahima Boubacar Keïta d'Ibeka, misant sur l'extérieur, avait agité ce spectre d'un État islamique qui serait le dessein de Mahmoud Dicko, au sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Niamey le 27 juillet 2010, gageant que c'est ce qui horripile le plus l'Occident. Et pourtant, Mahmoud Dicko n'a jamais parlé de guerre sainte, il n'a pas placé son mouvement sous le signe de l'islam, il n'a pas cassé la baraque avec le bâton ou le sabre du prêcheur, il n'a jamais clamé « Je veux instaurer la charia ». La charia dont il parle est la charia du vocabulaire du malien moyen, globalement musulman, qui s'esclave toujours, lorsque l'on emprunte un chemin qui ne semble pas juste, ni tes chariaï. Cela n'est pas la charia, ce n'est pas la voie d'Allah. Mahmoud Dicko se dit sage, et en tant que sage, son rôle, martelait-il inlassablement, est de calmer, d'apaiser, de concilier, de réconcilier. Nonobstant, Mahmoud Dicko n'est pas un religieux banal. La marge est étroite entre l'imam et le politique, le sage et l'insurgé. Il est devenu un révolutionnaire pour de vrai, mobilisant, engrangeant, drainant des foules. Il a des adeptes qui l'idolâtrent, il est le très respecté, le très éclairé imam Dicko. Le M5 RFP lui a décerné le statut d'autorité morale de l'organisation. L'action de l'imam Dicko, cependant fichée à Midi Beka, qui dit même avoir transformé les mosquées en lieu de campagne électorale pour ce dernier en 2013, a été une agitation de fond, une déferlante grommelante et menaçante, hurlante et agissante, qui a agrégé les frustrations populaires. Dans ses diatribes roboratives, Mahmoud Dicko est dans la mobilité phraséologique et physique, soufflant le chaud et le froid, avançant et reculant, s'engageant et se rétractant. Il cogne, se replie, lime son discours avant de rebondir de chef en anathème. Il dit et se dédie, entre et sort, part et revient et repart, tantôt caustique, tantôt émoussé, mais toujours, en appelant à la sagesse, au calme, à la non-violence, à ne pas mettre à feu le Mali, à rentrer à la maison sans faire de casse. Des directives qu'un de ses lieutenants, Choguel Mega, responsable de parti politique pourtant, jugera comme relevant d'une autre stratégie politique, d'une grande tactique. Allez savoir. Malicieux, Mahmoud Dicko appellera Ibeka mon frère. Nous allons étonner le monde, ponctuera-t-il son discours par moments. Sacré imam Dicko. Quoi qu'il en soit, il revient au M5 RFP, à la taille des affaires ou pas, de jouer un rôle inlassable de veille démocratique pour que soient anéantis tous les maux qui gangrenaient la gouvernance renversée au nom desquels il s'est mobilisé et a mobilisé. Il y va de sa crédibilité et de son honneur, pour le salut du peuple du Mali. Passons au déluge. La première visite de la junte, qu'elle a réservée le 30 août 2020 au général Moussa Traoré alias GMT, retransmise à la télévision nationale, a congelé mon sein. GMT avait étonnamment un visage et un regard de félin. M'y redressant de mon siège, je me suis demandé si c'était un nouveau syndicat qui surgissait, le syndicat des frères, père et grand-père d'armes, ou si c'était la même logique de réhabilitation de Moussa Traoré, ce grand républicain qui se poursuivait. La suite est claire,
qui corrobore la deuxième hypothèse avec l'invitation à la partie du décès de Moussa Traoré, brutalement survenu le mardi 15 septembre. Un deuil national de 3 jours a été décrété par la junte. Les drapeaux ont été mis en berne, et pour couronner le tout, des funérailles nationales furent organisées, le vendredi 18 septembre, en hommage aux défunts convulsants. Toute vie humaine est sacrée et mérite respect toutefois, le cas Moussa Traoré dérange. Son traitement relève de l'espace public parce qu'il appartient à l'histoire du Mali. Moussa Traoré a été gracié par le président Konaré en 2002, mais non point amnistié pour ses fautes, en l'occurrence les crimes économiques et les crimes des sangs perpétrés contre le peuple au mois de mars 1991. Le général président s'est refusé de demander pardon au peuple, ce qui n'a pas empêché qu'on ait glissé vers son dédouanement. Un moment suprême de ce processus a été ce matin du 4 septembre 2013 où, IBK, le jour de son investiture comme président de la République, prit l'auditoire de cour avec cette sortie qualifiant le dictateur déchu de grand républicain, parce que tout simplement, il a honoré de sa présence à la cérémonie. Tout un mécanisme de blanchiment était en marche, qui se boursouflera avec le temps. On aura vu de nombreux acteurs du mouvement démocratique de mars 1991 sacrilège des sacrilèges affluer vers Moussa Traoré, prendre conseil auprès de lui, l'adouber, et l'installer définitivement dans une position de sage doublé de négociateur national. Avec Assimi Goïta et la junte, on a atteint l'apothéose dans ce processus de réhabilitation. Colonel Assimi Goïta, savez-vous qu'à la mort, et dans des conditions suspectes, le 16 mai 1977, de Modibo Keïta, c'est un communiqué laconique de Radio Mali qui a annoncé la nouvelle, comme étant simplement celle d'un instituteur à la retraite, aucune allusion à son statut d'ancien président de la République. Ceux qui ont assisté à son enterrement ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes, certains emprisonnés, d'autres obligés de s'expatrier. Il a été refusé à sa veuve Mariam Traoré de porter le deuil. Il reste maintenant à organiser des funérailles nationales pour le père de notre indépendance, Modibo Keïta. Puisse-t-on m'entendre? Le discours à la nation du 22 septembre du colonel Assimi, dans lequel il reconnaît en Modibo Keïta le grand homme d'État et nationaliste convaincu, est un indicateur d'espoir dans cette exhortation. Plus qu'une réparation, ce sera un acte de justice. Le 26 mars 1991, dois-je le rappeler encore, est une date sacrée. Ces martyrs sont honorés dans la Constitution du 25 février 1992, et ce dès son préambule, qui chapeaute tous les articles. C'est même un article singulier, qui ne se trouve dans aucune des autres constitutions du Mali. Ainsi est libellée la première phrase, « Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un État de droit et de démocratie pluraliste, affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991, la journée du 26 mars, où GMT a été renversée, est chômée chaque 26 mars depuis 1991. Une gerbe de fleurs est déposée sur la tombe des victimes par les différents présidents de la République qui se sont succédés jusque-là. Un carré funéraire les honore, un monument est dressé en leur honneur, un pont porte leur nom. Tout cela va-t-il s'envoler en fumée? Comme c'est étrange. Pauvres victimes de mars 1991, innocentes victimes du dictateur. Si les morts en avaient les moyens, la terre gémirait, dit l'adage bamana. Fort heureusement, l'histoire a de la mémoire, même si elle peut être cruelle pour les mémoires ensevelies. Nul ne me fera croire que la dictature est préférable à la démocratie, même chiffonnée. Ne revenons pas en arrière. Que nul ne se laisse duper et enivrer par les effluves de l'encensoir des idées négationnistes. Que nul ne se laisse manipuler par les étrangleurs de notre mémoire. Que nul n'accepte que l'héritage héroïque de nos luttes pour la dignité, en l'occurrence celui du 26 mars 1991, soit anéanti. Oui, c'est bien parce que le 26 mars fut, que la voie a été frayée pour les acteurs de la Troisième République. Tout comme c'est sur le sang des martyrs des 10 et 11 juillet 2020 que le 18 août 2020 a surgi. Ne gommons pas notre mémoire. Malheureusement, le mouvement démocratique de 1991 est devenu un mouvement giratoire des tourbillons du pouvoir, désespérément atone et livide par ces temps de crise morale. En assistant, impavide, aux funérailles de Moussa Traoré, n'est-ce pas à ses propres funérailles qu'il a assisté? Assurément, ce qui a fait perdre le Mali, c'est, au-delà des marges partisanes embrassant le grand large, le laisser-aller, l'esprit de complaisance, le manque de veille, d'intransigeance envers nous-mêmes, l'appétit effréné pour le pouvoir, ses avantages matériels et ses tristes ripoux. Ce qui a fait perdre ce pays, c'est l'impunité, l'unanimisme malaisé des partis politiques, leur mutisme terrifiant face aux dérives, leur dévorement, de manière gloutonne et sans rechigner, de l'inacceptable, leurs alliances contre nature au moment des votations.
Ce qui a fait perdre ce pays, ce sont les choix opportunistes, le népotisme et l'arrogance outrancier, la démesure dans toute chose, avec leurs effets induits, l'ineffable impéritie et la pusillanimité des décideurs majeurs, animés d'intentions tout autres que celles du peuple. Enfin, ce qui a fait perdre ce pays, c'est l'extrême confusion des pouvoirs, entre les institutions républicaines clivées sur papier entre exécutif et judiciaire, les souverainetés religieuses ou dites traditionnelles, réhabilitées, instrumentalisées, et placées sous le bras de l'exécutif pour jouer un rôle prétendument éminent et l'incrustation informelle de ces acteurs proclamés ou autoproclamés gestionnaires de la République vers lesquels glissèrent subrepticement, pour s'étoffer, des prérogatives qui ne sont pas les leurs, entre la société civile, les partis politiques, les chiens de lice, les chiens de garde, les suppôts cuirassés, les contre-pouvoirs, la liste est longue, on ne sait plus qui fait quoi. Le Mali est dans une cacophonie indescriptible qui n'a rien à envier à la cour du roi Péto, où règne confusion et désordre. Suite à des concertations nationales organisées en 3 jours, 10 au 12 septembre, une charte de la transition a été établie. Sous l'œil vigilant de la CEDEAO, un collège a choisi un président de la transition, en la personne du colonel-major Bandawa qui a été investi ce vendredi 25 septembre. Il est secondé par un vice-président, le colonel Assimi Goïta. Un premier ministre sera bientôt nommé par ce président, et un gouvernement instauré. La nouvelle équipe devra assurer une transition de 18 mois. Je nous invite tous, en commençant par les décideurs politiques prochains, à sortir de l'ornière des recettes usées et des mesures que sempiternellement, dans une grande sécheresse d'imagination et d'inspiration, on préconise pour résoudre les crises en Afrique, à commencer par le rappel des troupes, classes politiques, sociétés civiles, syndicats, religieux, chefs traditionnels, forces dites vives. En somme, un monde hétéroclite, dense et grouillant, aux contours imprécis, souvent mal définis, agglutiné sous la clameur du concert vertigineux des fouetteurs d'ego que sont les turiféraires de tout poil. C'est cette foultitude que l'on invite, sous les injonctions proclamatoires de la fameuse et terrifiante communauté internationale, autour d'une soupe commune au goût mitigé, remise du pouvoir aux civils, gouvernement de transition, gouvernement d'union nationale, concertation nationale, dialogue inclusif, conférence nationale, élection pluraliste, le tout noyé dans d'inlassables antiennes fredonnées à l'envie appelées discours, assommant d'ennui. On fixe des délais irraisonnables pour ces élections, en ordonnant qu'elles soient crédibles et transparentes mais dont on sait fort pertinemment qu'elles ne le seront jamais, tant que le MAEM logiciel continuera à les organiser, en dédaignant que les organes de régulation ont, avec le temps, montré leurs limites, leur mode de désignation, de même que leurs accointances avec l'exécutif, en l'occurrence, interroge. On crie au respect de la Constitution et des institutions démocratiquement élues mais peu importe que ces institutions soient les premières à violer la Constitution. Il est vrai qu'on ne peut pas s'auto-flageller. Renversant, très vite, l'équipe de la transition devrait prendre la mesure de la situation, dans des choix clairs et sans équivoque. Oui, en ces moments à prix indécis, je dis que la partie qui se joue est très sérieuse. Ce dont nous avons besoin, ce n'est ni de replâtrage et de rafistolage, ni même de rénovation, mais d'audace, d'innovation hardy, d'invention et de réinvention. Ce dont il s'agit, c'est une redéfinition et une reprogrammation de tous nos logiciels de gestion républicaine et démocratique, voire une remise à plat institutionnelle. Une clarification institutionnelle s'impose. Ainsi, par exemple, faudrait-il doter les autorités morales, religieuses et chefs traditionnels d'un statut défini au sein de la République avec le risque de créer la confusion? Faudrait-il les y éloigner et les dissoudre dans l'agrégat citoyen, dotés des mêmes droits et méritant le même respect que l'ensemble des citoyens de la République? Ou faudrait-il maintenir le statu quo? Ce débat, qui suscite ces vives interrogations, devrait être engagé de manière hardy et responsable. Étonnons le monde. En tout état de cause, le jeu démocratique ne saurait se rétablir que sur de nouvelles bases, l'autre règle automatique, mathématique, à laquelle on nous a habitués jusque-là, et consistant à établir des listes de ministrables au nombre proportionnellement répartis entre majorité présidentielle et opposition ne saurait prévaloir dans la situation actuelle. Le Mali est abîmé, le Nord est dans l'incertitude totale, le centre n'existe plus. Tous les Maliens le savent et le disent, notre pays est dans le chaos. La grande parenthèse collaborationniste ouverte ces dernières années par des partis politiques n'appartenant pas à la formation du président sortant qu'ils ont rejoint pieds joints, proclamant véhémentement qu'ils sont de sa majorité, ne devrait, elle, pas à être fermée. Cet alignement, hélas, a eu comme résultat de dévoyer ces partis, de les sortir de leur ligne idéologique et d'entraver le débat et l'apport d'idées contradictoires nécessaires à toute démocratie. La gestion inclusive du pouvoir, cette grande mêlée, doit être proscrite. Pour l'heure,
Acceptons une gestion paritaire entre l'armée et les civils. Soyons froids et placides, lucides et pragmatiques. L'armée est le cœur à la fois perturbateur et régulateur du pouvoir, et par une ironie du sort, plus l'exécutif, assuré de l'avoir avec lui, verrouille ses portes, plus l'armée, impromptue, les déverrouille sur ses arrières ou dans l'épicentre de son dispositif. Est-il opportun de souligner que tous ces héros sublimés à travers leur épopée, devenus notre épopée nationale, sont des seigneurs de guerre? Tous sans exception ont arraché le pouvoir, qui avec des flèches et des arcs, qui avec des épées et des sabres, qui avec des fusils, des revolvers, des mousquetons d'artillerie, qui avec des canons. Peu importe que leurs actions fussent habillées de discours justificatifs, libération des peuples du joug de l'esclavage, de l'idolâtrie, de l'arbitraire, de la colonisation, de la dictature des potentats de tout acabit. Tous ont été et restent des sauveurs, suprêmes, pour la plupart d'entre eux. Que cela enchante ou pas, le décochage ou le crépitement des armes est toujours là. Que faire alors? Comment composer avec la frange armée de la société? Le formulaire lapidaire dont on se gargarise, il faut que les militaires rentrent dans leur caserne et remettent le pouvoir aux civils suffit-il à résoudre nos maux, à guérir nos plaies, à ramener nos victimes sur terre? Les civils seraient-ils des immaculés? Suffit-il qu'ils soient au pouvoir pour garantir la paix et la sécurité, remplir leur contrat social avec le peuple face aux défis à relever que l'on peut loger dans le générique développement économique, social, sanitaire, éducatif etc., mais qu'on se le tienne pour dit. Même si la mission de la transition est pro-tempore, elle ne devrait jamais oublier, fondamentalement, de relayer la vox populi, la voix du peuple, car les seuls garde-fous du pouvoir sont le peuple, forteresse inexpugnable, héros sublime des temps. Il peut être bridé, réprimé, mais il finit toujours par se réveiller. Aussi intransigeant envers l'imposture qu'il l'a été à l'intimidation, le peuple du Mali, gageons-le, restera debout sur les remparts. La dignité du peuple, voilà le maître mot. La problématique des valeurs, voilà la question centrale. Fixons un seuil de vertu républicaine dans nos actes, nos comportements, nos rapports aux institutions, en termes de place, d'avantages, de privilèges, pour les familles, les proches, les relations, les militants. Tout en sachant que nous ne sommes ni des anges, ni des démons. Nous sommes des humains. Mon basique coranique m'a appris que l'homme est fait d'argile et d'eau, que les anges sont immatériels, tout de pureté et de lumière, qu'ils n'ont pas de progéniture, au contraire des humains. Mais au honneur des honneurs, ils reçurent d'Allah l'ordre de se prosterner tous ensemble devant Adam, le premier homme. Satan, ou Iblis, ou le diable, le démon qu'on a personnifié, est un ange déchu, qui n'a pas accepté de se soumettre à Adam, un banal humain de terre et d'eau pour lui. Allah l'ayant alors chassé du paradis et maudit, il a entrepris de manipuler Adam et Hawa l'épouse d'Adam façonnée de sa côte, et les a conduits à la faute de la désobéissance envers Allah. Le couple originel, rongé par le remords, a quémandé et obtenu la grâce d'Allah. Mais Satan, a dit Allah, sera toujours pour l'homme un ennemi évident. C'est pourquoi l'homme doit le chasser sans discontinuer par des formules ou par un énorme effort de volonté. La grande affaire. Nous ne sommes donc ni anges ni démons. Nul besoin de flatter un nous l'ange et de vouloir usurper ses vertus. Nul besoin d'accuser en nous le démon et d'endosser son costume d'enfer. Nous sommes des humains, avec nos qualités et nos défauts, nos grandeurs et nos faiblesses, nos petites misères, nos ambitions et nos calculs, nos portions de douceur et de violence. Malgré nos stigmates de malédiction originelle, nous avons nos potentiels de tolérance, de bonté, de générosité, d'empathie, de solidarité, de résignation, d'aptitude à nous ressaisir, à accepter et à demander pardon. Ni ange ni démon. Le défi de l'humain est de s'élever au-delà de lui-même, d'aspirer à sa réserve de vertu, de la cultiver et de l'entretenir comme un jardin. L'élévation de l'humain au-dessus de l'humain, là est la direction de la vertu. Excellence Bandawa, acteur décisionnel du Mali, attelez-vous à atteindre cet idéal. Peuple du Mali, attelle-toi à les y pousser dans ce sens. À chacun sa part de partition. Étonnons le monde, le pouvoir, la grande convoitée. Vivons sa pratique comme une désespérante solitude, sans grelot tintamaresque, comme un sacerdoce, sans courtisan, sans flagorneur, dans l'humilité la plus absolue, la plus contraignante, la taille remplie, que dis-je, débordée à éclater de pensée pour le peuple, rien que le peuple, sans cette démagogie phraséologique que l'hypocrisie revêt de ses miasmes. Pour parvenir à une telle élévation, prenons garde à nous prémunir contre tous les fléaux découlant de ces mots en isme à connotation négative, favoritisme, clientélisme, népotisme, populisme, angélisme, opportunisme, larbinisme, laxisme, affairisme, triomphalisme et que sais-je encore. Faisons de ce temps de transition un temps de travail, de désintéressement,
de rigueur et d'humilité, un temps de vertu, de grâce. Renonçons à toutes ces cérémonies, festivités et commémorations budgétivores et tapageuses, à tous ces cortèges officiels de nos voitures à tous, grosses cylindrées ou petites, motards, PQPS, véritables bolides spectaculaires, lancés sur nos voies à hurlevent, sirènes stridentes et dérangeantes, héritage répréhensible d'un pouvoir obnubilé par le mathuvisme et le plein la vue, l'impressionnisme en un mot. Tenez-nous en au minimum protocolaire et sécuritaire, cravatés ou gros bouboutés, galonnés ou grosses bottées, gros foulardés, perruqués ou longs talonnés, c'est comme on veut. La grandeur réside dans la simplicité. Moins on est visible, plus on est vu. La clarté éblouissante du pouvoir attire inexorablement son contraire, l'obscurité sépulcrale. Soyez humbles, autorité de la transition en voie d'installation. Soyons tout humbles, et tenons le monde. Bamako, le 26 septembre 2020 à Dembe à Conaré.